Guys, aujourd'hui, ma journée allait bien jusqu'à temps que je lise une atrocité sur Internet. Une monstruosité, je sais pas comment qualifier ça, là. Ça a pas d'allure. Regardez, c'est ça ici. C'est écrit «Autre coup dur pour la crypto». Oh là là! Oh là là! Ça, c'est juste le headline, là, c'est juste le titre, là. Quand on creuse plus loin dans ça pis qu'on prend le temps de le lire, c'est n'importe quoi, OK? On va aller démystifier ça aujourd'hui. Ça va être incroyable. On va s'amuser. On va rire ensemble. Ça n'a pas de bon sens, là, qu'est-ce qui est écrit dans ce torchon-là. Là. Ça n'a aucun sens. Que on va aller regarder ça en détail. Puis j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à regarder ça. Que ça, c'est notre article. Autre coup dur pour la crypto. Qu'est-ce qui est écrit dans ça? C'est écrit que la Chine est passée de la multiplication des mises en garde à l'acte. OK? Toute transaction en crypto-monnaie est désormais illégale, statue la Banque centrale. OK. Attends. Qu'est-ce qu'on a ici? En 2013, les banques ont banni le Bitcoin. C'est la même chose, là. C'est la même chose. Que, euh, toute transaction en crypto-monnaie est désormais illégale, dit la Banque centrale. C'est illégal depuis 2013. OK, rien de nouveau, là, monsieur Gérard Bérubé. Vous réveillez 8 ans trop tard, là, monsieur Gérard, là. Monsieur Bérubé, vous êtes 8 ans en retard, là. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur, là. La banque a banni le Bitcoin depuis 2013. OK. Après ça, en 2014, il y a eu le gouvernement a encore dit qu'il bannissait le Bitcoin. C'était un faux rapport. Ils se sont trompés. Finalement, ils ne bannissaient pas. Fait qu'ils l'ont banni 2 fois en 2 ans pour finalement se tromper. OK. Après ça, ils ont fait fermer les échanges en 2017. Ils ont fait des warnings à ceux qui minaient du Bitcoin en disant qu'ils allaient les bannir. Ce qu'ils avaient déjà fait en 2013 et en 2014. Puis là, mais finalement, l'État bloque les transactions en Bitcoin en mai 2021. Avant ça, ils ont empêché les gens de vendre la crypto en 2020. Puis, en 2020 encore, les autorités ont coupé l'électricité puis ont empêché les gens d'acheter du Bitcoin. De miner du Bitcoin, excusez-moi. On va continuer sur cette lancée-là, cette superbe lancée réussite puis logique sur le ban des crypto-monnaies. On a ici, en juin, le Conseil de l'État réitère et décide de ne plus bannir le Bitcoin encore une fois. Ils bloquent les recherches sur Internet, puis finalement, ils bannent le mining de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe en juin? Tous les mineurs de crypto-monnaies font une exode, ils partent de la Chine, puis ils s'en vont s'établir dans des pays où on accepte le développement en crypto-monnaie. Comme le Canada, comme les États-Unis. En fait, tous les autres pays au monde. Donc, en gros, ce qui s'est passé, là, c'est pas la Chine qui a banni le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui a banni la Chine. Parce que toutes les entités reliées au Bitcoin qui étaient en Chine ont changé de place. En gros, ils ont dit, vous, les fortunés, allez-vous-en. Ils ont craché sur les fortunés de leur pays. C'est ça qui s'est passé. Que c'est une exode des riches de la Chine vers l'extérieur. C'est pas la Chine qui a banni le Bitcoin cette journée-là. C'est le Bitcoin qui a banni la Chine. Ça, c'est les vrais faits. C'est pas ce qui est écrit dans ce torchon-là. Là. Ça, c'est les vrais faits. Après ça, en août, tous les profils reliés à la blockchain, les sites internet qui ont des gros profils de blockchain ont été bannis pour faire peur aux gens, pour que les gens en vendent. Puis en septembre, un mois plus tard, aujourd'hui, toutes les transactions reliées à la crypto-monnaie sont vues comme illégales. La même chose qu'en 2013, là. La même chose 8 ans plus tard. Puis on voit là, qu'est-ce qui est arrivé ici. Là. Quand ils ont banni le Bitcoin, ils ont réussi, hein? Le Bitcoin valait quoi, 4000 $?
Même pas. C'est ici. Je regardais pas sur le bon bord. C'est ce bord-là ici. Donc, on va dire, le Bitcoin valait, on va dire, 500$. OK? Ils ont réussi leur coup, hein? Ils ont tué le Bitcoin dans l'œuf. Le Bitcoin n'a eu aucun progrès depuis. Jamais monté à 65 000, le Bitcoin, depuis qu'ils ont banni ça à 500$. Que, comprenez que ça veut absolument rien dire, ce ban-là. Là. Que les cryptos soient rendus illégaux en Chine, là, honnêtement, j'ai utilisé mon meilleur québécois que je peux pas utiliser. Là. Tout le monde en a rien à foutre. Tout le monde en a rien à foutre que ça soit banni. On en a rien à faire. J'ai utilisé mon meilleur français de France. On s'en bat les couilles que les cryptos soient rendus illégaux en Chine. Tout ce que ça fait, ça présente une opportunité d'achat. Regardez la dernière fois, en 2013, comment ça a été une belle opportunité d'achat. Le marché a chuté, on a pu acheter. Si vous avez acheté dans la descente, vous avez eu l'opportunité de mettre la main sur du Bitcoin environ à 120$. C'est pas une belle opportunité, ça, aujourd'hui, au long terme, en sachant que ça vaut 65 000$. Fait que les cryptos soient rendus illégaux en Chine, c'est la même histoire qu'en 2013. C'est la même histoire que toutes les fois où ils l'ont banni. À chaque année, ils bannent le Bitcoin, je sais pas combien de fois. Puis, honnêtement, à toutes les fois, j'achète, puis à toutes les fois, c'est payant. Fait que, la Chine a un taux de réussite à bannir le Bitcoin de 0%. Puis, vous avez un taux de réussite sur la prise de position, donc un taux de profit, un taux de réussite sur la position de 100% à chaque fois que la Chine banne le Bitcoin. Fait que pour moi, quand la Chine banne le Bitcoin, c'est un signal d'achat. Puis, ben, c'est ça. Parce qu'ils ont 0% de taux de réussite. La seule fois où quelque chose est banni, c'est la fois où on le bannit. À partir de ce moment-là, si on échoue puis que c'est pas banni, ben c'est qu'on a échoué à le bannir. Puis ben on réussira pas la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième puis la sixième fois. La fois où on bannit quelque chose, c'est la fois où on le bannit, point barre. Si on échoue, puis qu'on échoue, puis qu'on échoue, puis qu'on échoue, ça mène à rien. OK? Donc ça, c'est pour... autre coup dur sur la crypto, c'est ce que j'avais à dire jusqu'ici. Donc, on est encore dans le premier paragraphe, là, mais c'est ça. On est ici, on va continuer. Ça dit les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales. Ah oui, c'est des activités financières illégales, toute activité commerciale liée aux crypto-monnaies virtuelles. Mais la pression s'est fait plus forte sur les banques centrales pour qu'elles accouchent de leur propre monnaie numérique. Ils peuvent pas écrire ça une à côté de l'autre, là. C'est inconcevable. Tu peux pas écrire les deux, un à côté de l'autre. La pression se fait plus forte pour que les banques centrales accouchent d'une monnaie numérique, une monnaie virtuelle, right? Mais les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités illégales. Donc le gouvernement veut que vous fassiez des activités illégales. Je comprends pas. Tu peux pas écrire une phrase de même, une à côté de l'autre. Monsieur Bérubé, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous contredisez en deux phrases. 2 lignes ici, 4 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 lignes. 5 lignes. En 5 lignes, vous amenez un argument, puis vous détruisez votre argument. La pression se fait plus forte sur les banques centrales pour qu'elles accouchent de leur propre monnaie numérique. OK? Mais les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités illégales. Si les banques font leur propre monnaie numérique, c'est que c'est leur monnaie virtuelle. Donc, les transactions qui vont se faire avec, vu que les activités commerciales liées aux activités virtuelles, les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités illégales. Ça implique ici que d'utiliser la monnaie du gouvernement serait une activité illégale parce que c'est une monnaie virtuelle. Donc, ça se tient pas debout. Okay? La Banque centrale chinoise a déclaré ça dans le communiqué. On voit clairement ici là, que ça se tient pas debout. Il n'y a aucune cohérence dans les propos qui ont été dits là. Donc, les contrevenants feront l'objet d'une enquête pour responsabilité pénale conformément à la loi. OK, ils feront une enquête. Après ça, il faut qu'ils trouvent c'est qui a les portefeuilles. Tout ça. Écoutez, ça va encore une fois rien donner, comme toutes les fois où il y a eu quelque chose, que ça va rien donner, comme toujours.
Donc, l'interdiction porte sur toutes les activités financières touchant des crypto-monnaies telles que le commerce de monnaie virtuelle. On inclut aussi dans ça la monnaie du gouvernement qui va faire partie du commerce de monnaie virtuelle. La vente de jetons, même chose, le gouvernement va vendre ses jetons. Les transactions impliquant des dérives de devises virtuelles et les collectes de fonds, même chose. Au fil des ans, le commerce et la spéculation entourant le Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles se sont généralisés, perturbant l'ordre économique et financier, donnant lieu à du blanchiment d'argent, à des collectes de fonds illégales, à de la fraude, à des systèmes pyramidaux et d'autres activités illégales et criminelles, a dénoncé la Banque populaire de Chine. OK. Là, on va démystifier un très, très gros mythe, OK? Là, on va se dire les vraies choses, là. Ça ici, là, ce qu'on voit là, ce qui se dit ici, exactement, donnant lieu à du blanchiment d'argent, des collectes de fonds illégales, de la fraude, des systèmes pyramidaux et d'autres activités illégales et criminelles. OK. Parce que le dollar US puis le dollar chinois, le yen, lui, il fait pas ça. Écoutez, si vous le saviez pas, là, le Bitcoin, c'est un registre public. OK? Ça veut dire que tout ce que tu fais sur le Bitcoin, tout le monde le sait que tu le fais. Est-ce que si j'ai quelque chose à faire, du blanchiment d'argent, collecte de fonds illégales, de la fraude, des systèmes pyramidaux ou d'autres activités illégales criminelles, est-ce que j'ai envie de faire ça sur un registre public que tout le monde va voir que j'ai transigé avec l'exemple, personne A envoyé à personne B? Si je fais quelque chose de criminel, est-ce que je veux faire ça sur un registre public? Non. Je veux faire ça d'une façon que personne va le voir. Puis c'est quoi la meilleure façon que personne le voit? C'est de l'argent cash. C'est connu, hein? Des activités criminelles, il s'en fait aucune avec de l'argent cash. Le plus gros volume qui se brasse sur la planète pour faire des activités illégales, c'est de l'argent cash. Si tu veux acheter de la drogue, t'achètes ça avec de l'argent cash. Si tu veux faire de la fraude, tu sors ça en argent cash pour pas laisser de traces. Du blanchiment d'argent, c'est ton argent cash que tu passes. La collecte de fonds illégale, quand tu collectes quelqu'un, tu veux le collecter cash. Les systèmes pyramidaux, bah, ça, je marquerai plus ou moins là-dessus, mais possiblement que cash, c'est une bonne façon de faire un système pyramidal. Donc, je vois pas où le Bitcoin est la monnaie utilisée pour ça. Certes, il y en a, c'est sûr qu'il y en a, mais il y a un plus gros volume d'argent qui sert à des activités illégales qu'un volume de Bitcoin qui sert à des activités illégales. Donc, c'est complètement incohérent. C'est un mythe que le Bitcoin sert à faire des activités illicites, criminelles, whatever. Je veux dire, la dernière chose qu'on veut faire quand on fait quelque chose d'illégal, c'est de faire ça sur un registre public. Okay? On veut pas faire ça sur la place publique quand on fait quelque chose d'illégal. On veut faire ça dans un coin reculé où il n'y a pas d'yeux, où personne ne peut avoir de suivi, où on ne peut pas être traqué. Sur le Bitcoin, un registre public, c'est très facile d'être traqué. C'est un registre public. C'est comme sortir dehors puis crier que tu le fais. C'est pas ça. OK? C'est pas ça. Donc, ça, c'est pour démystifier le mythe là, qui entoure le Bitcoin puis whatever, le deep web, le dark web, puis ces patentes-là. Là. C'est des légendes. Là. C'est des légendes urbaines. Là. C'est des mythes. Là. OK? Donc, encore une fois, là, ça dit n'importe quoi. Là. Donc, par sa banque centrale, Pékin ne fait ainsi que durcir sa politique d'austérité à l'endroit des crypto-monnaies, des monnaies numériques privées, après l'interdiction faite en 2013 aux banques commerciales de gérer les crypto-monnaies. Encore une fois, depuis 2013. C'est interdit depuis 2013. Qu'est-ce qu'on fait à capoter en 2021? Hein? On s'en fout, là. La Chine ne veut pas depuis 2013. Puis, ça a-t-il empêché le Bitcoin de se développer et de devenir ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que ça a empêché les Chinois d'en avoir? Ben non, pas pantoute. Que ça sert à rien, cette interdiction-là. Là. Ça sert à rien. Je sais pas pourquoi que là, on fait un article et tout le monde part en peur. Là. C'est n'importe quoi. Donc, cette proscription s'est étendue aux activités de minage. Nombre de provinces n'autorisant plus l'exploitation des mines de crypto-monnaies depuis le début de l'année, ajoute l'AFP. Je l'ai dit tantôt, tous les mineurs de crypto-monnaies sont partis de la Chine.
puis ils retourneront jamais. Fait que la Chine a juste perdu beaucoup de pouvoir de développement économique, de pouvoir d'innovation, des têtes intelligentes qui sont prêtes à développer des nouvelles technologies, des nouvelles façons, des méthodes innovatives de paiement, des nouvelles façons de développer le pays que les autres n'ont pas. Fait que la Chine a juste perdu dans cette histoire-là. Le gouvernement chinois tente ainsi de maintenir son contrôle sur le système financier avec en parallèle la création d'un chantier d'une version numérique du yuan. Attendez. Les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales. Le gouvernement chinois tente ainsi de maintenir son contrôle sur le système financier avec en parallèle la création dans le chantier d'une version numérique du yuan. Activité illégale d'avoir de la monnaie, de transiger avec de la monnaie virtuelle. On va créer de la monnaie virtuelle. All right. Cohérence fois 1000. Concédant ainsi l'avènement inéluctable de la crypto-monnaie dans le système de paiement. Donc, la crypto-monnaie, c'est un avènement inéluctable comme système de paiement, mais c'est criminel. Écoutez, là. On se fait niaiser, là. Donc, aux États-Unis aussi, on se fait plutôt belliqueux, avec des autorités de réglementation empruntant la voie de la confrontation. On dénonce l'utilisation de monnaies comme le Bitcoin à des fins d'achat illicites ou de fraude et les risques pour les marchés financiers que pose la volatilité de leur cours. Que ça revient à ce que je viens de dire. Je veux dire, là, à ce point-ci, je pense que l'article, on peut assez démontrer que c'est un torchon pour arrêter de le lire et de le considérer, mais on va quand même aller jusqu'au bout. On va laisser tomber tout ça ici, là, on va continuer plus bas. Donc, les banques centrales vont défendre un contrôle démocratique de la monnaie et non un contrôle privé à des fins mercantiles ou de profit. OK. Les crypto-monnaies à cours libre et les monnaies numériques stables sont des initiatives du privé qui répondent à des impératifs de profit. Non, c'est faux. Ça répond à des impératifs de liberté, de décentralisation et de pouvoir au peuple. Elles n'offrent pas de coordination internationale avec des objectifs sociaux en tête. Ben, je viens de les nommer, les objectifs sociaux en tête. Puis, c'est une coordination internationale. C'est un mouvement international. Puis, toutes les personnes impliquées dans le Bitcoin qui savent pourquoi ils sont là pour ces raisons-là. Donc, oui, il y a effectivement coordination internationale avec des objectifs sociaux en tête. N'empêche, les banques centrales se disent tout de même étourdies par la multiplication des stablecoins adossés à une monnaie ou à un actif par la prolifération des plateformes décentralisées et par l'action grandissante des géants technologiques dans le système financier qui vient défier le modèle bancaire et l'intermédiation financière traditionnelle. Ben, on n'en a plus besoin de l'intermédiaire avec la blockchain, c'est ça qui arrive. On n'en a plus besoin de l'intermédiaire. On n'en a plus besoin de vous. On a établi notre coordination internationale, nos objectifs sociaux en tête, puis on n'en a plus besoin de vous. Laissez-nous choisir les stablecoins qu'on a envie d'utiliser. Pourquoi? Parce que la monnaie a la valeur qu'on lui accorde. La monnaie a la valeur que nous, on décide de lui accorder. Si demain, j'ai plus envie de transiger avec le dollar canadien parce que je trouve que c'est de la merde, je transige plus avec le dollar canadien parce que, pour moi, c'est de la merde. Si j'ai envie de transiger avec du Tether, qui est du USDT comme jeton, parce que je considère que USDT a plus de valeur que le dollar canadien, mais c'est avec ça que je transige. Puis si je trouve que, je sais pas moi, j'ai envie de transiger avec Ethereum parce qu'Ethereum, pour moi, c'est ma monnaie, ben c'est avec Ethereum que je vais transiger parce que j'ai confiance en cette monnaie-là. Parce que la monnaie, c'est ça. On appelle ça de la monnaie fiduciaire. Puis fiduciaire vient du mot fides en latin qui veut dire fidèle. Quand on est fidèle à quelque chose, c'est qu'on a une fidélité de quelque chose ou envers quelque chose, on appelle ça un lien de confiance. Il y a de la confiance dans la fidélité. Puis, la monnaie a la valeur de la confiance qu'on lui accorde. Si moi, j'ai plus confiance au USDT Tether qu'au dollar US, personne ne devrait pouvoir m'empêcher d'utiliser la monnaie dans laquelle j'ai le plus confiance. Donc, la Banque centrale des banques centrales ne cesse de leur rappeler que le futur est maintenant. Oui, le futur est maintenant.
Le futur est maintenant, puis le futur est décentralisé. Le futur est décentralisé, sans banque, sans entité centrale. Le futur, c'est nous. Les exhortants à accélérer la mise au point d'une monnaie numérique de banque centrale qui assurerait la sécurité, la liquidité, l'intégrité et la confiance nécessaires à toute monnaie constituant le cœur d'un système de paiement. Ben écoutez, le Bitcoin remplit tous ces critères-là, il le fait déjà. Puis on n'a pas besoin de vous. Vous êtes out of the game. Vous êtes en dehors de la game. Vous êtes fini depuis 2008-2009, quand Satoshi Nakamoto a sorti les white papers. Le Bitcoin fait tout ce que vous voulez faire là, mais sans votre parti corrompu. Dans une présentation publiée à la fin mars, Augustin Cartens, directeur général de la BRI, en exposait la forme. Il rappelait essentiellement que le système de paiement actuel implique des opérations de compensation, des effets pour régler les transactions, puis transférer les liquidités avec pour pivot une banque centrale jouant le rôle de prêteur de dernier recours. Encore là, on n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Ces réserves de change prennent ainsi la forme d'une monnaie numérique à l'usage exclusif de banques commerciales, avait-il illustré. Or, il est possible d'intégrer des actifs tokenisés à ce système et d'éviter cette étape de l'intermédiation. Avec une monnaie numérique de banque centrale, la transaction se fait en temps réel, directement au bilan de l'institution. Mais écoutez, le Bitcoin, c'est la même chose. Puis avec le Lightning Network, c'est encore plus efficace que si on passait par un jeton autre que le Bitcoin. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous pensez innover, vous êtes déjà dépassé. Le Lightning Network permet tout ça. Ce qui a pour effet d'abaisser le coût transactionnel et le risque de crédit. Avec le Lightning Network, il n'y a aucun coût transactionnel. C'est instantané. Puis le crédit, on peut l'avoir en faisant du lending sur des plateformes comme Binance. Vous faites quoi encore, là? Faites quoi encore, la banque, là? Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Et de maintenir l'appui du système sur une réserve de valeur stable et monnayable à une valeur nominale fixe. Le USDT, c'est une valeur nominale fixe. Ce concept de monnaie numérique de banque centrale est arrivé à maturité, estime la BRI, y voyant l'écriture d'un nouveau chapitre pour le système monétaire et la préservation des caractéristiques essentielles de la monnaie que seules les banques centrales peuvent garantir. Ben écoutez, moi, je peux me garantir des caractéristiques essentielles de la monnaie avec mon Bitcoin. Je peux me garantir que c'est moi qui le possède. Je peux me garantir que demain matin, si je veux le virer, il n'y a pas personne qui va me poser de questions, puis je peux faire ce que je veux parce que c'est décentralisé. Ce concept de monnaie centrale est arrivé à maturité. Ouais, il est arrivé à maturité. Ça s'appelle le Bitcoin. Puis le nouveau chapitre pour le système monétaire et la préservation des caractéristiques essentielles de la monnaie que seules les banques centrales peuvent garantir, je ne crois pas. Mais si on enlève la phrase que seules les banques centrales peuvent garantir, effectivement, le Bitcoin remplit toutes les conditions nécessaires à ça. Puis, on va aller regarder pour finir quelques articles sur le ban qu'il y a eu en Chine, le ban du Bitcoin qu'il y a eu en Chine. So, à chaque année, ça a été écrit il y a 2 jours sur Reddit, à chaque année, la Chine banne le Bitcoin. Pourquoi ne pas simplement bannir la Chine de la crypto? Mais c'est ce qui s'est un petit peu passé avec les mineurs et tout ça. Donc, soudainement et complètement hors de contexte, la Chine décide de bannir la crypto-monnaie. Puis que le trading de Bitcoin est rendu illégal. La Chine empêche d'utiliser des plateformes sociales comme Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bannir la Chine avec son régime dictatorial et autoritaire? Laissons-les être isolés du reste de la planète. Puis that's it. Que, même chose ici. Longue histoire, c'est tout le temps la même patente qu'ils font avec le Bitcoin, la Chine. On voit ban en 2009, ban en 2013, ban en 2014, ban en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. C'est tout le temps la même histoire, il n'y a rien qui change. C'est rien de nouveau, puis il n'y a pas rien à stresser avec ça. Donc, un autre coup dur pour la crypto,
Non, business as usual. On essaie de discréditer le meilleur actif au monde, un actif libertarien, liberticide, pour libérer les peuples de l'oppression gouvernementale et des banques. Puis, comme les banques trouvent qu'ils perdent le contrôle, que les dirigeants perdent le contrôle, ben, qu'est-ce qu'on fait? On demande à des chroniqueurs comme M. Bérubé de discréditer le Bitcoin. Donc, autre coup dur pour le Bitcoin, autre coup dur pour la crypto, non. Autre coup dur pour l'élite. C'est ça qui se passe. Donc, pour finir, je vais vous sortir une citation de Gandhi. Puis, on va finir ça comme ça. C'est écrit First, they ignore you. Ça veut dire, au début, ils vous ignorent. La première fois, quand vous parlez du Bitcoin, quand vous innovez, ils vous ignorent. Ensuite, ils rient de vous. Après, ils vous combattent. Puis ensuite, vous gagnez. Clairement, là, ce genre d'article-là, là, autre coup dur pour la crypto, puis tout ça, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, là, clairement, là, ils sont en train de nous combattre. Je me souviens en 2017, 2018, 2019, quand j'écoutais les reportages à CNBC, ils riaient de nous. Ils riaient de nous, les gars, dans le Bitcoin. Au début, ça a commencé, on s'est fait ignorer. Après, on s'est fait rire de nous. Puis là, ils nous combattent. According to plan, là, tout va super bien, OK? On s'est fait ignorer, on s'est fait rire de nous, on se fait combattre, mais on va finir par gagner, OK? Ça, c'est une citation de Gandhi. Puis je vais vous laisser là-dessus parce que je sais où tout ça s'en va. On s'en va vers la victoire. Ça va être tout. Bonne journée.